L'industrie des biomédicaments représente 33 000 emplois en France, 5,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 5% de croissance. Comment industriels, politiques et universitaires travaillent ensemble pour permettre à cet écosystème de relever ses prochains défis? Une table ronde organisée par le cluster Pôle Pharma et un numéro spécial des décideurs de l'écho. Bonjour à tous, un plateau exceptionnel aujourd'hui pour présenter ce qu'une région peut produire de meilleur et au-delà apporter à l'économie nationale. Autour de cette table, j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Roingeard. Bonjour professeur. Bonjour. Vous êtes vice-président de l'Université de Tours et chercheur dans le domaine des biomédicaments. À vos côtés, Arnaud Chouteau, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Vous êtes directeur emploi et formation du LEM, les entreprises du médicament. David Simonet, en face de vous, bonjour. PDG, bonjour David, PDG du groupe Axintis, et Harold Duvar, bonjour Harold, bonjour. Vous êtes vice-président de la région Centre-Val de Loire, en charge notamment des questions économiques. Alors, on profite de votre présence, professeur, on va parler ensemble de cette industrie des biomédicaments, mais tout le monde n'est pas familier encore avec ce produit, ce médicament. En quoi se distingue-t-il des médicaments traditionnels ? Alors, biomédicament, c'est un médicament bioproduit, d'où son nom. Donc, c'est un médicament qui est le contre-pied au médicament classique, qui est produit par de la chimie, par différentes étapes de synthèse chimique. Là, c'est produit par une cellule vivante, et donc c'est un bioproduit, c'est quelque chose qui vient du vivant, et qui est donc, comme je l'ai dit, produit par une cellule. Bon, une vraie révolution en matière de recherche, en matière industrielle. Pourquoi est-ce que la région Centre-Val de Loire s'intéresse à cette industrie, monsieur le vice-président ? Parce qu'il y a sur le territoire régional une vraie histoire qui est liée à la pharmacie, qui remonte à très très loin, au souvenir de la Première Guerre mondiale pour certaines implantations. Moi qui suis élu d'une commune qui s'appelle Nogent-le-Rotrou, la première usine industrie de la ville, elle est liée à fabrication de poches de sang pour les premières transfusions en 14. Et depuis, l'essentiel de nos industries, elles sont nées après la guerre. Vous savez que les soldats américains sont arrivés, ils ont amené avec eux la pénicilline. Et c'est en région centre qu'ont été implantées les premières industries de production de pénicilline. Et depuis, cette filière, qui représente 40% de la production nationale de médicaments, c'est plus de 10 000 emplois, c'est plus de 100 unités de production. Elle est face à des défis de compétitivité importants, des défis liés au déremboursement de médicaments. Elle a besoin de nouveaux gisements de productivité, d'une nouvelle expansion. Et c'est dans le biomédicament, qui est un marché qui fait plus de 5 milliards d'euros chaque année, qu'il y a cette ressource. Donc on a besoin d'être pilote là-dessus pour entraîner l'ensemble de l'industrie. Et l'effort de la région, quel est-il en argent sonnant et trébuchant pour cette industrie ? Alors, sur l'ensemble de la pharmacie, on soutient les entreprises, on soutient les formations. Il y en a à chaque fois pour plusieurs millions d'euros chaque année. Sur le projet biomédicament lui-même, qui est vraiment la pointe, le fer de lance sur lequel on veut porter la nouvelle expansion de l'industrie pharmaceutique, la contribution de la région, c'est près de 7 millions d'euros, dont 4,6 millions pour les projets de recherche, 1,5 million pour l'accueil des nouveaux étudiants, et puis des projets comme le Biocube Institut, où la région a financé, qui est un lieu d'accueil, de recherche, d'accompagnement à Tours, pour faire vivre l'ensemble de cette filière. David Simonet, quand on entend un discours comme ça, on se dit que c'est facile pour les industriels que vous êtes, vous n'avez pas besoin de les convaincre, vos amis politiques. Alors, si, on a toujours besoin de les convaincre, mais ce qui est intéressant au niveau de la région Centre-Val de Loire, où le groupe est implanté désormais avec 2 usines sur les 7 que l'on possède en France, eh bien, il y a cet effet d'entraînement que la région a créé avec notamment ce programme d'ambition recherche-développement en 2020, avec les biomédicaments comme étant vraiment la thématique essentielle. La question, moi, je me pose comme industriel en permanence, c'est le renouvellement finalement de nos activités, parce que derrière la permanence d'une industrie pharmaceutique, il y a en réalité des changements, des mutations technologiques que l'on doit anticiper, et c'est à ce prix d'ailleurs qu'on arrivera à assurer la survie en fait de ces implantations. Alors c'est déjà aussi dans le groupe, il y a plusieurs
usines qui datent d'ailleurs de la fin du 19e siècle, mais finalement elles se sont renouvelées. Je pense à une usine à Grasse, on faisait de l'extraction végétale, et puis aujourd'hui on fabrique des génériques de façon chimique. Mais s'agissant de la région centre, donc nos implantations qui sont à Pithiviers, qui sont renforcées très récemment avec le rachat des activités Chimie Fino 3M qui étaient implantées, donc on a récupéré aussi tout un environnement pharmaceutique. La question que je me pose, c'est non seulement d'anticiper ces mutations, mais c'est aussi de favoriser la réutilisation de ces moyens de production, et effectivement la filière biomédicaments est une piste clé. Donc on est dans un environnement, dans un écosystème qui est favorable pour l'industriel, mais la meilleure preuve, je pense que pour nos interlocuteurs politiques, c'est notre capacité finalement à créer de l'emploi à valeur ajoutée sur des territoires qui en manquent cruellement. Alors pour faire face à ces défis, à ces mutations, il faut aussi se tourner vers l'université, qui prépare finalement les talents de demain pour nourrir ces industries, pour alimenter la recherche. Comment se passe cette articulation avec les industriels? Comment est-ce que vous travaillez ensemble, professeur? On travaille ensemble sur des projets de recherche, sur bien sûr un partenariat qui est fort. Alors, l'Université de Tours, elle a toujours eu préoccupation de travailler avec les industriels. Avait été créé à Tours les premiers CER, des centres d'études et de recherche, avec des chercheurs, des portions d'équipes de recherche qui étaient dans les industries elles-mêmes. Ça avait commencé avec ST Microélectronique à Tours il y a plus de 20 ans, vous voyez. Donc on a et ça accélère en fait. Alors oui, bien sûr, on en a fait d'autres, des CER dans d'autres domaines. Et puis arrivent les biomédicaments. Alors les biomédicaments, c'est vrai qu'on a des compétences à Tours, dans les équipes, et à Tours et aussi à Orléans, bien sûr, dans la région Centre-Val de Loire, des compétences dans ce domaine de recherche qui est en pleine expansion, en plein boom, si on peut dire. Donc, il y a cette volonté de continuer ce partenariat avec les industriels. La région lance ce programme biomédicaments, donc c'est extrêmement important pour nous. Et ça permet effectivement de lier des contrats de recherche. Je crois qu'en 2016, on avait fait un bilan, il y avait plus de 120 contrats entre les équipes de recherche de Tours et les industriels. Arnaud Chouteau, je me tourne vers vous. Vous représentez donc les entreprises du médicament. Comment est-ce que vous pouvez faire part de cette question sur les ressources, sur les talents, sur la formation, cette relation avec les universités? Comment est-ce que ça fonctionne de votre point de vue? Alors, plusieurs éléments. Déjà, on collabore très bien avec l'ensemble des universités, puisque nous avons monté en fait un groupe de travail université-industrie, c'est-à-dire mélangeant à la fois les doyens de pharmacie ou des responsables de filière production, de façon à pouvoir travailler sur les compétences de demain. C'est-à-dire qu'une de nos réalisations et une de nos missions pour le LEM est de pouvoir travailler sur les compétences de demain, sur la prospective. Monsieur parlait effectivement d'évolution tout à l'heure des entreprises, de l'industrie. Ceci ne peut se faire que si nous avons les compétences. Et donc, nous réalisons un certain nombre d'études que nous partageons avec les universités, avec les industriels. Et par exemple, quels sont les grands défis qui ressortent de ces études? Alors, justement, par rapport à ce plan compétences biotech et innovation santé 2020, qui a été mené sur le courant de l'année 2015 et 2016, et dont les conclusions sont sorties donc en 2016, cela nous permet d'atteindre 3 objectifs. La première, c'est de voir quelles sont les évolutions des biotechnologies. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de biomédicaments, de biotechnologie, en fait, il y a un nombre de familles qui sont traitées, qui sont très larges, puisqu'on va parler à la fois de thérapie génique, à la fois de thérapie cellulaire, à la fois de tissu médical, à la fois de protéines recombinantes. Donc il y a véritablement un scope qui est très large. L'idée est de pouvoir voir, dans un premier objectif par rapport à ce plan compétences biotech, c'est de pouvoir essayer de voir quelle est la vision d'évolution. Et ensuite de voir quelles sont les compétences et les métiers qui seront impactés par ces évolutions. David Simonet, vous parliez de mutations et de défis que doit relever l'industrie. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns que vous avez sur votre feuille de route? Oui, en fait, ce qu'il y a de commun avec la bioproduction pour un chimiste, c'est l'environnement de fabrication. C'est-à-dire qu'on doit être dans un environnement de production de produits actifs pour l'industrie du médicament, mais on a besoin d'avoir la maîtrise, par exemple, de la qualité, la traçabilité, etc. Donc on a la connaissance, en fait, de l'environnement pharmaceutique, on a la connaissance des clients, on a également tout le support analytique, tout l'environnement, encore une fois, nécessaire pour la bioproduction. Ce qu'on n'a pas, en revanche,
revanche, ce sont les compétences humaines. Donc forcément, cette évolution passera par un accompagnement de nos collaborateurs vers des aptitudes pour finalement concevoir des procédés de bioproduction qui sont très différents des procédés de synthèse chimique. Et précisément, nous avons l'intention d'envoyer des collaborateurs donc au Biocube, appelé Biocube, qui est cet espace à la fois d'accueil pour la formation, mais aussi pour la production de petites quantités. Donc on est très en amont et le Biocube peut nous permettre d'accompagner nos collaborateurs pour les former. Donc la formation, c'est en fait pour moi l'élément essentiel, le premier enjeu que nous avons à relever. Et ça, professeur, vous voyez aussi cette évolution avec une formation d'étudiants et puis après une relation tout au long de la vie finalement? Absolument, absolument. Formation et recherche, vraiment lier les deux, c'est extrêmement important. Donc l'université travaille sur des maquettes d'enseignement effectivement qui seront réalisées au sein du Biocube, niveau licence professionnelle, niveau master même. Et puis, bien comme vous l'avez dit, les équipes de recherche aussi vont utiliser les compétences du Biocube pour produire des lots de biomédicaments pour leurs expérimentations en préclinique, on va dire. Et puis éventuellement, bien sûr, les entreprises de la région pourront bénéficier aussi de cette compétence du Biocube. Monsieur le vice-président, quand on a la chance d'avoir une filière d'excellence comme ça, comment est-ce qu'en tant que responsable politique, on appréhende ces défis aussi, ces mutations, et comment est-ce qu'on se dit on peut accompagner cette filière? Je crois qu'un des enjeux essentiels dans une filière comme la pharmacie, c'est vraiment d'avoir une recherche qui soit vivante, parce que ça impacte fortement l'ensemble du dynamisme de la filière, et puis les aspects de recrutement, de main-d'œuvre qui soient. Et là, ce projet-là, biomédicaments, il est vraiment fondamental. Et à chaque fois, on a des indicateurs, on suit les choses, les retombées sont très positives, mais avant même d'avoir tous ces résultats qui montrent que c'est vraiment fondamental pour l'avenir de la filière, il y a quand même des signes qui ne trompent pas. C'est que quand vous avez des grands groupes pharmaceutiques de niveau européen qui cherchent qui ont à décider où ils implantent leurs investissements futurs, ils le font en région centre parce qu'il y a cette coopération publique-privée, parce qu'il y a ces projets-là. Et vous sentez une compétition à l'échelle européenne, en effet, d'autres régions oui. Et vous en avez, regardez, cette année, à JD, il y a plus de 800 emplois, des anciens laboratoires Servier. Ils ont investi 32 millions d'euros dans ce domaine, uniquement parce que c'était en région centre qu'il y avait ça. Et si on pense, nous, à l'avenir industriel de la région, qui passe par la pharmacie, avec le cluster Pôle Pharma qui est très dynamique, ce qui fera la force et ce qui fera que l'industrie pharmaceutique qui est très forte en région restera en région, c'est d'abord notre capacité à reconduire en permanence des efforts dans ces domaines-là. Ce partenariat, justement, pour rebondir sur ce que vous disiez, ce partenariat, il est essentiel, c'est-à-dire un partenariat qui se fait à la fois avec les universitaires, à la fois avec le cluster Pôle Pharma, à la fois avec les industriels, puisque ça nous permet de former à la fois les étudiants, donc de pouvoir anticiper, d'être sur cette prospective dont je parlais tout à l'heure, mais également les salariés qui sont en place. C'est-à-dire que lorsque vous transformez des industries en passant de chimique à de la bioproduction, les compétences nécessaires également pour les opérateurs de production, les conducteurs de ligne, sont différentes. Et donc, il faut pouvoir avoir cet outil de formation pour développer ces compétences et accompagner les évolutions et le développement économique. Et j'imagine que l'EM fait des études aussi à l'échelle internationale, notamment européenne, sur la compétitivité des différentes régions. Ça, vous le voyez, en fait, ce dynamisme régional? Oui, nous, on fait bien sûr des études au niveau mondial de comparaison et au niveau européen. Alors, il faut être très clair, au niveau mondial, le premier pays qui a développé les biotechnologies qui est fortement en tête, ce sont les États-Unis. Alors, ils représentent 42% du chiffre d'affaires mondial en biotechnologie. C'est rattrapable ça, ou en tout cas on peut jouer une carte en France? En France, on a une carte à jouer. On a des compétences et des compétences scientifiques qui sont particulièrement reconnues. On a une main-d'œuvre qui est particulièrement reconnue. Et puis une histoire, on en parlait. Une histoire qui est présente et qui permet effectivement dans le milieu de l'industrie pharmaceutique de pouvoir aller vers ces évolutions. Donc nous avons des forces. On a 521 entreprises de biotechnologie qui sont positionnées en France. On est le deuxième pays en matière de nombre d'entreprises. Alors ces entreprises sont encore des TPE-PME, 85% sont des TPE-PME. En matière de chiffre d'affaires, nous n'arrivons qu'en 7e position européenne, derrière l'Angleterre, derrière l'Allemagne. Cependant, ce chiffre d'affaires, depuis 2010, il est en évolution de 18%. Donc la voie est bonne.
David Simonet, un mot sur cette proximité régionale. C'est important en fait finalement d'avoir ces petits camarades, concurrents, amis à proximité géographique. Oui, c'est important parce qu'on parlait finalement d'un effort de rattrapage compte tenu du positionnement qu'on a en Europe notamment. Cet effort de rattrapage, il ne peut être fait que finalement en accélérant. Et on ne peut accélérer qu'en mettant des compétences autour de la table, enfin des compétences en commun entre différents acteurs. Alors s'agissant d'Axintis et de son implantation à Pithiviers sous le nom d'Orgapharm, on a noué des liens assez forts avec l'Université de Tours. On a répondu d'ailleurs à des appels à projets. On a un projet dans le domaine du végétal, donc pour produire des précurseurs anticancéreux. Et donc ce projet doit nous amener finalement à partager à la fois la compétence qu'a le laboratoire universitaire et en même temps notre aptitude finalement d'industriel à concrétiser le projet. Et ça c'est très important. Je pense qu'on manque encore en France, que le diagnostic que vous posiez est excellent. On a une recherche extraordinaire. On a aujourd'hui une sensibilité des universitaires à l'industrie qui est beaucoup plus forte qu'elle n'était il y a quelques années, mais on a beaucoup de mal finalement à industrialiser, si j'ose dire, la recherche, donc de passer au développement et après l'industrialisation. Et là, typiquement, c'est l'enjeu. Donc, pour moi, la meilleure illustration de cet écosystème, c'est notre ambition de faire de la bioproduction à terme à Pithiviers, dans cet environnement hérité de 3M, en lien avec le savoir de l'université, faire des premiers lots, on parlait de précliniques, des lots précliniques sur le Biocube, et pour avoir après pour aller à l'échelle supplémentaire, donc qui est l'échelle plutôt du pilote, nos installations nous permettront d'y arriver. Voilà un exemple très concret de cette capacité à accélérer en région centre. Il y a un mot qu'on n'a pas mentionné durant cette conversation, celui de start-up. Et ça tombe bien parce que parmi vos multiples casquettes, professeur, vous êtes aussi le fondateur d'une start-up. Comment ça s'inscrit dans cet écosystème, l'équation start-up? Moi, je suis chercheur effectivement dans le domaine des vaccins, donc, qui sont des biomédicaments, puisqu'ils sont bioproduits, effectivement, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, par des cellules. Donc il y a un moment ou un autre, on est limité dans nos laboratoires académiques pour justement faire des essais précliniques. Il faut des lots qui sont produits avec un certain degré de qualité. Pour ça, il faut collecter quand même beaucoup d'argent. Et donc, pour moi, la solution, c'était de créer une start-up qui allait pouvoir effectivement avoir une finalité commerciale et donc lever de l'argent, faire rentrer des fonds pour pouvoir réaliser des projets d'envergure qui vont vers le préclinique, vers des essais en primates. C'est très important pour nous lorsqu'on fait du vaccin. Et ça, on ne peut pas le faire avec un seul labo académique. Un mot de conclusion peut-être, monsieur le vice-président Harold Uvard. Quelles sont vos ambitions pour la région? Vous êtes un jeune politique, hein, ça se voit. J'imagine que vous projetez dans l'avenir. Oui, écoutez, c'est bien d'avoir aussi des nouvelles générations dans ce domaine comme ailleurs. Comment est-ce que vous projetez dans l'avenir? Comment est-ce que vous voyez l'évolution de cette industrie pour cette région qui est la vôtre? On partage tous une préoccupation sur l'avenir de l'industrie pharmaceutique parce que la délocalisation, parce que la pression, l'évolution de nos systèmes de santé, de protection sociale, de santé publique, qui est plutôt au resserrement sur le médicament. Le médicament, c'est 50% des économies en matière de santé publique. Donc c'est un énorme défi de compétitivité, de survie pour cette industrie, avec derrière des dizaines de milliers d'emplois chez nous. Et donc, on peut en sortir que par le haut. Et si on croit à l'avenir de l'industrie dans un pays comme le nôtre, il faut absolument que l'action publique se concentre sur le maillon le plus fragile, celui où la connexion ne se fait pas spontanément. C'est l'articulation publique-privée, recherche et application industrielle. Et donc c'est là qu'on a décidé d'investir le plus massivement. Bon voilà, on a essayé de vous montrer comment est-ce que politique, industriels, représentants de l'industrie, de la recherche, de la formation et du monde des startups travaillent, cohabitent ensemble dans cette région et au-delà pour faire rayonner cette industrie du biomédicament. Merci messieurs pour vos témoignages. Merci. À bientôt. Merci.